Et les pronostics, ma chère Laurie, est-ce que vous les avez? On sait que ce sont toujours les recommandations du camarade Del Perrier. Oui, et tout à fait. Naturellement, elle se déroule à Deauville aujourd'hui. Exactement, c'est du côté de Deauville que l'on va retrouver les pronostics du jour avec Jean-Paul Del Perrier. Un pronostic que je vous rappelle également, vous retrouvez en intégralité sur le site sudradio.fr. Alors à Deauville, aujourd'hui, pour les courses, eh bien, Jean-Paul vous conseille de jouer les numéros 2, le 4, le 7, le 13, le 14, le 8, le 16 et le 10. Merci beaucoup Laurie Leclerc. Le Grand Matin Sud Radio, la vérité en face, Maxime Liédot. Soyez les bienvenus dans votre heure de la vérité en face. Nous sommes ensemble jusqu'à 10h et le sujet qui va nous animer dans cette prochaine demi-heure vous concerne, auditeurs de Sud Radio, concerne nos agriculteurs. Une mobilisation qui possède encore des noyaux durs. On l'a vu du côté du Gers ce week-end avec cette scène qui a énormément choqué. Cette scène qui a énormément choqué d'un policier qui a pointé son arme en réalité sur un agriculteur. Plusieurs versions apparaissent naturellement dans cette histoire. Il n'en est pas moins que la coordination rurale, le syndicat majoritaire, en tout cas dans les mobilisations, a décidé de saisir l'IGPN. Vous le savez, c'est la police des polices, en estimant que le geste a été disproportionné. Mais est-ce que ça ne veut pas dire que dans les prochaines semaines, notamment en janvier, où la même mobilisation va à nouveau reprendre, on va dire, du poil de la bête, est-ce que ce n'est pas craindre à nouveau des affrontements entre nos forces de l'ordre et nos agriculteurs? Ne risque-t-on pas d'assister à ce qu'on a vu dans l'Ariège et du côté du Gers, une fois plus, il y a quelques jours, c'est-à-dire des affrontements? On était tout à l'heure, et on l'écoutera un tout petit peu plus tard, avec un membre de la coordination rurale qui nous expliquait que à la base, dans leurs adhérents, il y avait des personnes qui souhaitaient la guérilla agricole d'une certaine manière, des risques de guerre civile. Est-ce qu'on va se précipiter sur ça? Surtout que le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, vient de réagir. Il annonce que cette crise, en réalité, des agriculteurs a été gérée avec beaucoup de souplesse et que lui, de son côté, ne saisira pas l'IGPN. Est-ce que vous comprenez cette réaction? Le pouvoir est-il sourd à la mobilisation, aux revendications? Vous êtes dans la vérité en face, vous avez le menu et vous nous appelez 0826 300 300. On est ensemble jusqu'à 10h et on commence cette conversation avec vous, Bruno. Bonjour. Oui, bonjour Maxime. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous allez bien? Ça va. Merci. Toujours mobilisé. Toujours mobilisé dans quel coin, vous, Bruno? Sur Auch. Sur Auch. Justement, vous étiez présent samedi soir quand ça s'est passé? Non, j'étais pas présent exactement ce samedi soir. Mais par contre, oui, bon, du coup, de ce fait, l'agriculteur, déjà, c'était un déplacement avec un véhicule et des bennes sur les bâtiments de la Dépêche du Midi. Bon. Parce qu'il y avait eu un article qui était contre les blocages du département, qui disait que un article qui était un peu contre l'agriculture, hein, sachant voilà. Mais quand vous dites ça, Bruno, quand vous dites ça avec votre voix un peu lassée, pardonnez-moi, c'est quoi? C'est que ça méritait que la devanture de la Dépêche du Midi soit recouverte de lisier? Non, je veux pas recroiser ce que vous êtes en train de dire, parce que c'est beaucoup politique là. Là, on le sait, c'est politisé. Parce que le journal de la Dépêche du Midi, c'est un journal socialiste. On sait très bien que l'agriculture, c'est plutôt basé à droite. Et c'était une manière de répondre politiquement aussi, quoi. Oui, c'est ça. On mélange les deux. Ça répond pas à la crise agricole. Oui. Le geste du policier, il s'en est aperçu lui-même, il le sait. Je pense qu'il le sait de lui-même. Il a baissé son arme, il a arrêté. Il a fait une erreur. Mais pour vous, c'était une erreur parce que du côté du préfet, donc du côté des forces de police, la version officielle, c'est que des consignes ont été données à cet agriculteur qui n'a pas respecté visiblement ce qu'on lui disait de faire, et les policiers ont pris peur. Ça, ce n'est pas une option qui retient votre attention. Vous n'y croyez pas? C'est le policier qui était en faute? Non, c'est pas l'agriculteur se serait arrêté. Il n'y aurait pas eu ce refus d'obtempérer. Non, l'agriculteur n'aurait pas foncé sur les forces de l'ordre. Il y a toujours eu cette relation agriculture, gendarmerie, police. Respectueuse, vous voulez dire? Ah oui, il y a toujours ce discours. Et c'est pas rompu parce qu'il vient de se passer ce fait. Certes, là, ça va faire bientôt 3 semaines sans interruption, jour et nuit, que sur Auch, voilà.
Ça manifeste. Et à un moment donné, il y a cet état de fatigue, cet état d'énervement. Donc vous comprenez quoi, les deux parties, Bruno, c'est ce que vous nous dites ? Je comprends un peu les deux parties, mais ce qu'il y a, c'est que ça ne résoudra pas le problème de la crise agricole. Est-ce que vous craignez... Vous êtes en train de me dire que vous avez peur que d'ici quelques semaines, ça repart et qu'il y ait des affrontements. J'ai pas peur, je demande si c'est une crainte, parce qu'on a vu les images et je crois qu'elles ne font plaisir à personne, ni à vous qui êtes sur le terrain, ni aux policiers d'aller contre les agriculteurs. Oui, mais on sait très bien, vous et moi, et tous les auditeurs, on sait très bien que en janvier, ça va repartir avec ce report de la signature du Mercosur, parce que la dernière fois, la ministre l'a bien dit, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, mais ce qu'il y a, c'est que le vase n'a jamais été vidé, et ce qui fait que la crise agricole, elle y sera encore malgré toutes les vaccinations bovines. Et la signature du Mercosur qui est annoncée pour le 12 janvier en Uruguay, si je ne me trompe pas, c'est en Uruguay que ça va se passer. Ça va repartir en manifestation agricole. D'ailleurs, ça n'a pas d'effet. Les manifestations, c'est là, et c'est déjà annoncé quand même par certains syndicats que ça va repartir. Et avec les craintes de voir des images comme on en parlait à l'instant. Merci beaucoup Bruno d'avoir été avec nous ce matin. 0826 300 300. Est-ce que vous craignez des mobilisations agricoles et des scènes à nouveau d'affrontements, en tout cas des scènes plus que gênantes entre les forces de l'ordre et les agriculteurs, peut-être parce que tout le monde est à bout? Comment vous regardez cette situation? Et le ministre de l'Intérieur qui annonce lui qu'il ne saisira pas la police des polices, l'IGPN, et qu'il estime que le gouvernement a géré cette crise avec beaucoup de souplesse. Qu'est-ce que vous en pensez? Venez nous en parler. 0826 300 300. Bonjour Thierry. Oui, bonjour. Merci de m'accueillir sur votre radio. Merci beaucoup d'être avec nous, mon cher Thierry. Merci beaucoup. Écoutez, je vais essayer de hiérarchiser mes propos, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Alors sur le fameux commissaire qui a sorti son arme, et un autre, il n'y a pas que lui, je crois, et sur Monsieur Nunez, qui est ministre de l'Intérieur, qui dit je ne vais pas saisir l'IGPN. Il y a d'autres personnes qui peuvent saisir l'IGPN. Lui, forcément, c'est du corporatisme, donc il ne va pas le faire, forcément. Alors, moi, j'ai été 7 ans policier, pour poser un peu les bases. Concernant l'arme, alors on ne doit pas, pour information, le commissaire est officier de police judiciaire, donc il y a les OPJ, les officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire, les agents de policiers adjoints, ce qu'on appelle les APJ, les APJA. Ils ne reçoivent pas d'ordre pour sortir leurs armes. Ils ont leur propre discernement. Donc on ne reçoit pas d'ordre pour sortir son arme. On sort son arme si on est en danger, c'est-à-dire s'il y a la légitime défense. Alors il va falloir vérifier si ces deux messieurs étaient en état de légitime défense. Oui, l'IGPN peut être saisi par le parquet etc. Est-ce que vous, en tant qu'ancien policier, mon cher Thierry, est-ce que vous comprenez ce geste? Vous avez vu les images, elles étaient sur toutes les chaînes d'information, elles étaient sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous êtes mis un peu à la place du policier? Est-ce que vous avez pu comprendre? D'une part, je ne connais pas le dossier. Moi, les images que j'ai vues, on a un policier qui sort son arme, on a un agriculteur dans son camion, dans son tracteur. Bon, il a l'air à l'arrêt. À partir du moment où il est à l'arrêt, je vois pas pourquoi le policier s'est trouvé en danger. C'est une arme par destination, un véhicule, un tracteur, etc. Donc, à partir de là, je vois pas. Maintenant, je connais pas le dossier, donc il va falloir vérifier si ce policier est en état de légitime défense. Mais ça, c'est à l'IGPN de le vérifier. Mais est-ce que, alors, dans ce cas-là, Thierry, autre question, et c'est celle qu'on vous pose ce matin au 0826 300 300, est-ce que vous craignez, quand vous voyez les mobilisations qui vont continuer, qui vont même reprendre à partir de janvier, est-ce que vous craignez que ce genre de scène, d'incompréhension, de balbutiement, d'affrontement même parfois entre les forces de l'ordre et les agriculteurs risque de se reproduire? J'ai encore beaucoup de contacts, je suis encore dedans, je vous assure que les policiers et les gendarmes sont contre ça, ne veulent pas. D'ailleurs, je soutiens les 7 policiers, les 7 mobiles qui ont déposé leur casque, et beaucoup d'entre nous soutiennent ces garçons. Bien sûr. D'ailleurs, ce serait pas mal que la presse puisse savoir ce qu'il en est. Sur ces garçons courageux, est-ce qu'ils ont été punis, qu'est-ce qu'il en est, est-ce qu'on les a sortis, etc. Ça, ce serait pas mal. Donc oui, on soutient, les policiers ne veulent pas
Les policiers soutiennent et les gendarmes soutiennent les agriculteurs. Ça, faut le savoir. Bien sûr. Mais quand vous avez une hiérarchie au plus haut niveau, où on vous met la pression, eh bien, voilà. Mais forcément, donc, ça se ressent sur le terrain et on assiste à ce genre d'image. La problématique. Et puis vous avez Monsieur Bailey, le patron de presse de la Dépêche, qui est un ami personnel de Monsieur Macron. Mais tout le monde le sait. Ça. Oui, donc c'est très politique et c'est ce que disait notre auditeur précédent. Merci beaucoup Thierry d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio et nous avoir passé un coup de fil au 0826 300 300. La discussion se poursuit. Est-ce que vous craignez que des scènes d'affrontement entre les forces de l'ordre et les policiers se reproduisent, parce que c'est une crainte, en tout cas, surtout quand on sait que la mobilisation va à nouveau reprendre du poil de la bête en janvier et qu'on a un ministre de l'Intérieur qui assure que cette crise, en tout cas avec les agriculteurs, a été gérée avec souplesse. 0826 300 300. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on en fait trop ou au contraire, malheureusement, on risque d'assister à des scènes comme ça, d'affrontements, de vifs échanges, en tout cas, entre les policiers et les forces de l'ordre? 0826 300 300. Bonjour Jean-François. Bonjour et bonjour à vous et à tous vos auditeurs. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Je vous remercie de votre invitation. Moi, je vais vous expliquer quelque chose de très simple. Des manifestations, j'en ai animé quelques-unes. Bon, ouais. Il n'y a jamais eu de problème entre les forces de l'ordre et les agriculteurs. Je veux dire mieux que ça, quand les motards nous accompagnaient, les renseignements généraux et ainsi de suite, sur les rocades, sur le périph' ou n'importe où, bien souvent le midi, mangeaient avec nous. Donc vous voyez, on les invitait à manger avec nous. Voilà. Il n'y a jamais eu de problème entre les agriculteurs et les Mais alors pourquoi ça a changé, Jean-François? Alors, pourquoi ça a changé? Parce que là, on a attaqué la Dépêche et que c'est M. Bailey. Et que M. Bailey a du poids dans le coin parce que tout le monde sait que c'est un grand militant socialiste et que dans le Gers, qui est un pays socialiste, il ne faut pas toucher à la Dépêche. Voilà. Parce que le jeune, quand il était mis en joue, le tracteur est arrêté. Le tracteur est arrêté. Alors moi, je m'y connais un peu et j'ai le même tracteur que le jeune. Et le premier truc que j'ai regardé, c'est le levier de vitesse et l'inverseur. Et le gars, il avait tout au neutre. Donc pour vous, c'est un véritable dérapage policier, Jean-François? Comment? Pour vous, c'est un véritable dérapage des policiers? Non, c'est que je pense qu'il y a eu des ordres d'au-dessus en disant qu'il est hors de question qu'on touche à la Dépêche. Voilà. Après, c'est comme ça que vous l'interprétez? Oui, mais après, moi je vais vous dire, moi je trouve que les policiers sont quand même très forts parce que j'étais dans l'Ariège aussi, quand tout le monde était gazé, là, comme des furies à l'époque là. Je vais vous dire, la police en ce moment est très forte avec les agriculteurs. Elle est beaucoup même forte dans les cités. Parce que les agriculteurs, on arrive avec nos mains et en parlant poliment, en train de défendre notre cause et avec nos voix sur le physique. Voilà, et que dans les cités, ils ont des kalachnikovs. Donc là où ça peut déraper, on n'y va pas. Par contre, chez les agriculteurs, on sait qu'on risque rien. Et donc, voilà. D'une certaine manière, les policiers montrent un peu trop les muscles, c'est ça que vous nous dites, Jean-François? En tout cas, pas avec les bonnes personnes. Ah, mon cher Jean-François, on est en train de vous perdre un tout petit peu. Essayez de retrouver un peu la connexion, mon cher Jean-François, et on vous reprend juste après. 0826 300 300. Est-ce que vous pensez que malheureusement on va assister à de nouvelles scènes d'affrontement entre les forces de l'ordre et les agriculteurs? Est-ce que vous trouvez que cette question est beaucoup trop provocante? Comment vous regardez les choses, vous, surtout quand on a un ministre de l'Intérieur qui assure ne pas saisir la police des polices suite à ce qui s'est passé du côté du Gers? C'était à Auch avec un policier qui a mis en joue un agriculteur. Est-ce que ces scènes ne vont pas devenir notre quotidien à partir de janvier, malheureusement, quand on voit que la mobilisation va à nouveau se durcir pour demander notamment la signature ou le report, voire l'annulation de la signature de ce fameux traité du Mercosur? Vous avez la parole sur Sud Radio, 0826 300 300. Maxime Liédot. Et ensemble jusqu'à 10h, 0826 300 300 pour converser autour de ce thème qu'on vous propose sur le site internet sudradio.fr, l'application ainsi que les réseaux sociaux de Sud Radio. Est-ce que vous pensez qu'on se dirige vers des affrontements de plus en plus réguliers ou des scènes tendues en tout cas entre les agriculteurs et nos forces de l'ordre? Il y a eu ce qui s'est passé en Ariège, bien sûr, qui a déclenché une forte mobilisation par la suite. Il y a eu également ce qui s'est passé il y a 3 jours. C'était samedi soir, c'était du côté de Auch dans le Gers.
Gers, avec un policier qui a mis en joue avec son arme un agriculteur. Est-ce que ces images vous ont choqué? Est-ce que ça vous interpelle, auditeurs de Sud Radio? Est-ce que tout simplement vous craignez que ça ne soit quotidien dès janvier, où la mobilisation va à nouveau s'endurcir parce qu'il y a la volonté pour beaucoup d'agriculteurs de ne pas voir le fameux traité de libre-échange du Mercosur se signer? 0826 300 300, on en discute jusqu'à 10h. Bonjour Jean-Jacques. Oui, bonjour Maxime. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous allez bien mon cher Jean-Jacques? Mais écoutez, ça pourrait aller beaucoup mieux parce que moi quand j'ai vu ces images, j'étais démonté, parce que moi j'ai un fiston qui a l'âge de ce jeune et il aurait pu être face à des policiers qui sont complètement à côté de la plaque, parce que moi je le dis, en France maintenant il y a les bons fonctionnaires, les mauvais fonctionnaires. On a 3400 milliards de dettes. Je ne veux pas jeter le propre sur l'ensemble de la fonction publique, mais il y en a qui sont responsables de ce trou. Et là on en a un parfait exemple d'un gars qui est complètement incompétent parce qu'il n'a pas à sortir, il n'est pas mis en danger, il est carrément bien à côté, personne ne bouge. C'est de l'excès de zèle de la part du policier, Jean-Jacques, c'est ce que vous dites? Mais après, ils ont des ordres. Je veux dire, il y a des préfets qui sont issus d'un système corrompu et complètement à côté de la plaque. Je veux dire, si l'ENA avait produit des bons produits et que la France soit première au monde, on ne serait pas à cette situation-là. Donc, quand ils sont préfets, ils passent tous par l'ENA. Et donc, du coup, on voit ce désastre petit à petit. Alors après, je vais vous dire, on est au bout complètement d'un système. La France est en train de s'effondrer complètement. On était un des derniers bastions économiques qui tenions le pays à bout de bras. Et il n'y a pas si longtemps que ça, c'était un des rares secteurs qui dégageait les excédents financiers. Donc maintenant, excédent commercial, notamment dans la balance du commerce extérieur. Ouais. Donc du coup, on est complètement à côté. Il faut savoir que quand même, quand il y a des excédents financiers qui rentrent dans un pays, ça permet à payer la fonction publique. Oui. Donc quand c'est monsieur... quand il y a de l'argent qui rentre dans un pays, Jean-Jacques, vous avez raison, ça sert à payer aussi une grande partie des gens, ça c'est sûr. Voilà. Et donc du coup, quand on voit à quel point on est tombé, moi en 40 ans de métier, 1 300 000 paysans, on est à peine 400 000. Et je ne vous donne pas 10 ans pour qu'on soit 200 000. Avec tout ce que ça représente. Mais donc vous pensez que c'est saine, Jean-Jacques, et je vous propose d'écouter avec moi, si vous voulez bien, l'un des membres de la coordination rurale qui était avec nous ce matin. Il réagissait justement sur ce qui s'est passé du côté du Gers ce week-end, et il nous expliquait un peu le sentiment, si vous voulez, des adhérents, en tout cas de certains. Écoutez bien et on y revient juste après. Je fais confiance à nos dirigeants syndicaux, mais il y a en effet des gens qui aimeraient que ça dégénère. C'est qui les gens? On fait des adhérents, et on fait ce qu'il faut pour pas que pour pas que ces gens-là soient avec des responsabilités. Vous avez entendu, mon cher Jean-Jacques, c'était de la part d'un des membres de la coordination rurale qui le dit. Dans nos rangs, on a des gens qui veulent que ça dégénère, et je lui ai posé la question juste après, mais vers quoi? Vers la guérilla agricole, vers la guerre civile? Et oui, ça vous interpelle ça, Jean-Jacques? Comment vous regardez cette position? Comment vous regardez ces mots? Mais le gros problème, c'est que vous avez des gens aujourd'hui, des agriculteurs qui n'ont plus rien pour bouffer, qui sont obligés d'avoir, pour finir la fin du mois, de déposer un dossier de RSA pour arriver à joindre les bouts. Et quand vous avez le système qui vous poursuit toute la semaine, il faut savoir que quand même, dans ce pays, vous savez, vous avez un système. Quand vous avez un agriculteur en difficulté, mise en demeure, huissier, coup de téléphone, toute la semaine, ça n'arrête pas. Pour vous, c'est ce qui explique la radicalité, Jean-Jacques, c'est le fait que beaucoup soient à bout. Le problème, c'est ça. Si vous entendez Jérôme Bail, rien qu'en Haute-Garonne, il y a 90 exploitations céréalières qui sont en difficulté. Donc, je veux dire, quand vous en arrivez là, parce que le gros problème, on trouve du fric pour une start-up Insect où il y a 600 millions d'euros qui ont été engloutis pour rien. Et on ne trouve pas ces mêmes 600 millions d'euros pour, mettons, simplement faire des prises en charge d'intérêts quand les gars ont besoin de soutien à la trésorerie pour arriver à redémarrer l'année qui suit. Donc du coup, il y a deux mondes qui sont en train de s'affronter. Et une partie du monde a envie, on va dire, d'aller peut-être au combat. Merci beaucoup, Jean-Jacques, d'avoir été avec nous ce matin, et merci beaucoup d'avoir appelé, d'avoir fait preuve de parler vrai sur Sud Radio. 0826 300 300. Bonjour Alain. Bonjour Maxime. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous allez bien cette fin d'année ? Oui, très bien, merci, et vous ? Formidable, vous avez réussi à passer de belles fêtes, vous avez travaillé, vous êtes parti un peu ? Je travaillais. J'ai travaillé, qu'est-ce que vous faites si c'est pas indiscret, mon cher Alain ?
Chef d'entreprise. Chef d'entreprise, c'est dans quoi? Dans quel secteur? Le conseil. Le conseil. Et ça va, ça se porte bien en ce moment, le secteur du conseil? Oui, je m'en sors. Bon, si vous en sortez, c'est déjà énorme, mon cher Alain. Comment vous regardez, vous, ce débat, justement? Est-ce que vous craignez qu'entre les forces de l'ordre et les agriculteurs sur le long terme, ça dégénère? Moi, ce qui m'inquiète, c'est... déjà, c'est inadmissible. Le type, il est dans son tracteur. On dit un policier. En fait, ils étaient au moins 2 ou 3 à avoir sorti leurs armes. Il n'y avait pas un seul. La personne est assise dans son tracteur, il n'est pas en train, rigueur, il déverse du lisier. Bon, ça, on est d'accord, on n'est pas d'accord, c'est autre chose. Mais ça justifie pas d'avoir 3 armes qui vous braquent alors qu'il n'est pas en train ni de fuir, ni de menacer, il n'a pas une arme à la main, il n'est pas en train de jeter quelque chose sur les policiers. Les policiers sont pas mis directement en danger, enfin, au moins sur les photos que l'on voit. Bon, non, j'étais pas sur place, je sais pas ce qui s'est passé exactement. Mais ce qui m'inquiète pas, c'est que je me dis, depuis Malik Oussekine, il n'y a plus de morts dans les manifestations. Si on se met à sortir des armes, si les forces de l'ordre peuvent sortir des armes dans le cadre de manifestations, il serait passé quoi au moment des Gilets jaunes? Il y aurait combien c'était en tout cas, il y avait des armes, hein, non l'État au sens propre, mais qui était le LBD, et ça, on a pu voir ce que ça donnait, mais c'est l'image que ça provoque, ça vous a inquiété, Alain? Oui, bien sûr. Si les armes à feu avaient été sorties pendant le mouvement des Gilets jaunes, mais il se serait passé quoi? Malik Oussekine, en 80, Bégrand, il s'appelait, je sais plus, à Jussieu, en 77, à Crémalville, le préfet Janin, je sais plus comment il s'appelait, avait dit je tirerai sur les contestataires s'il le faut, sans retourner jusqu'à Charonne, 9 morts avec Papon. Enfin, c'est pas possible. On a vécu ça s'est arrêté. On va pas recommencer. Ça n'a aucun sens. Pourquoi sortir des armes à feu? C'est des manifestations. On n'est pas dans une action du GIGN. Il n'y a pas un crime, un enlèvement, une prise d'otage. Donc extrême vigilance, Alain. Merci beaucoup de nous avoir appelé au 0826 300 300 et on termine par vous, Mireille. Bonjour. Bonjour à vous, je vous remercie pour votre émission là, parce que j'écoute les uns les autres. Ce qui me fait peur que un jour il y a un agriculteur qui soit vraiment pris à la gorge et qu'il sort l'arme et qui tire dans le tas et qui se suicide, voilà. Vu comme j'ai dit la police là, je sais plus on les appelle, voilà. Vous, ça vous chagrine, Mireille, c'est ce qu'on sent. Oui, je suis malheureuse parce que j'ai un petit-fils qui aide sa mère sur l'exploitation. Il y a un mois qui m'a dit, mamie, je crois que je vais partir à l'étranger. Et vous pensez qu'à un moment il fera, c'est-à-dire partir à l'étranger, fuir la France par les conditions, par certaines scènes, comme ce qu'on a pu voir ce week-end, c'est ce qui l'obligera à partir? Voilà, l'exploitation, il y a des noisettes, il y a de l'élevage, il y a de la fraise. Bon, alors, c'est problématique. Les produits arrivent d'ailleurs, ils peuvent être traités. Nous, on ne peut pas, on se fait... Voilà. Les noisettes sont attaquées par les bêtes. Et puis, voilà. C'est ça. Non, et vive inquiétude. Merci beaucoup, Mireille, d'avoir été avec nous ce matin, et je souhaite bon courage, y compris donc à votre petit-fils qui essaye de tout faire pour avoir de belles, on l'a entendu, noisettes françaises. Et ça, ce n'est pas rien. Merci beaucoup, Mireille, de nous avoir appelé au 0826 300 300. Vous pouvez également nous envoyer un mot au 7 20 18. Et le mot, il est simple, c'est le mot Sud, et on vous offre votre poste radio toute nouvelle génération DAB+. Ça vous permet d'écouter Sud Radio partout en France. C'est sans cette nouvelle technologie, c'est sans Internet, sans application, une technologie absolument incroyable et une qualité sonore folle. Vous voulez le gagner pour emporter Sud Radio partout avec vous, c'est très simple. Le mot Sud au 7 20 18 par SMS. Dans un instant, à la suite de cette émission, on sera notamment avec Laurent Vronsky, qui est le directeur général d'Hervor et secrétaire général du Croissance Plus. On va discuter avec lui de cette inquiétude qui plane sur le monde économique, une année qui a été noire pour les chefs d'entreprise et les entreprises au sens général, avec une France sans budget, ou alors avec un budget par loi spéciale, ce qui n'inaugure rien de bon. Est-ce que les chefs d'entreprise sont les nouvelles vaches à lait du gouvernement? Comment faut-il aborder les défis tout simplement qui arrivent? Faut-il, dans cette période de fête, retourner voir le Père Noël pour lui demander un miracle? On lui posera la question dans un instant. À tout de suite sur Sud Radio. Maxime Liédot. Ensemble jusqu'à 10h sur Sud Radio dans La Vérité en face, avec ce thème. Est-ce que le milieu économique va pouvoir, on va dire, dissiper le brouillard qui entoure les entreprises, qui entoure l'économie, qui entoure les grands défis de demain? C'est en tout cas la question qu'on va poser à Laurent Vronsky. Bonjour.
Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes le directeur général d'Ervor et le secrétaire général de Croissance Plus. C'est une association d'entrepreneurs qui défend notamment les PME et l'innovation en France. Il y a quelques heures, Emmanuel Macron a pris son plus beau stylo à encre. Il a signé le décret pour la loi spéciale. On souffle, on respire, on se réjouit, on est triste, on est déprimé. Comment on vit quand on est chef d'entreprise comme vous et qu'on apprend qu'une fois de plus, la France a un budget en loi spéciale? On attend surtout la saison 2. Parce que le budget par loi spéciale, en clair, c'est un budget par intérim. Mais surtout, ce que nous attendons, c'est d'avoir de la visibilité avec un budget qui stimule l'économie et qui ne décourage pas les acteurs économiques. Est-ce que c'est encore crédible, ça, cette solution? Parce que quand on voit la foire des propositions qui a pu être faite ou qui a pu se tenir dans l'Assemblée nationale, on se dit que pour un budget qui relance, ou en tout cas qui ne met pas les pieds sur le frein de l'économie, on n'y est pas encore. Écoutez, cette saison, je veux dire, je ne vais pas dire que je crois au Père Noël, mais j'espère qu'il va y avoir sans doute... plus de bon sens que par le passé, puisqu'effectivement, comme vous venez de le souligner, depuis la dissolution, enfin vraiment c'est le concours Lépine de la fiscalité la plus punitive et la plus décourageante. C'est ce qui explique qu'aujourd'hui, vous avez beaucoup de chefs d'entreprise qui ont des possibilités, avec des entreprises qui ont des débouchés, mais comme ils ne savent pas ce qui peut se passer, notamment au niveau fiscal, pour l'instant, si vous voulez, ils mettent le pied sur le frein. Et c'est pour ça que le pays, si vous voulez, pour l'instant, est dans une espèce d'engourdissement économique. Donc, je ne suis pas Madame Irma. Je ne sais pas dire si on va... Pas encore. Je ne sais pas dire si on va arriver à un budget qui va justement nous aider à combattre notamment ce qui se passe outre-Atlantique. Je veux dire qu'il faut quand même expliquer... La France ne vit pas sur une planète séparée des autres. Je veux dire, on est confronté à une guerre commerciale sans précédent de la part, rien que ça, de la première puissance mondiale que sont les États-Unis. Nous sommes également confrontés... qui est la Chine, où on a visiblement décidé d'entrer en guerre contre. À une menace de tsunami industriel comme jamais, avec la Chine qui cherche des débouchés, qui notamment se tourne vers l'Europe. Donc on ne peut pas dire que ce sont des petits défis. Donc par rapport à ça, on a besoin de plus d'agilité. Et la dernière chose dont on a besoin, c'est qu'on nous mette un sac à dos avec des pierres à l'intérieur. Surtout les sujets que vous venez d'esquisser, en réalité, Laurent Wronski, on va y revenir. Simplement sur souvent visiblement sur cette foire fiscale, à chaque fois la proposition totalement lunaire à l'Assemblée. On a tout revu. Comment vous l'expliquez? Philippe Aghion, le prix Nobel d'économie, expliquait que c'était des députés qui n'avaient en réalité aucune connaissance profonde de l'économie. Est-ce que vous pensez la même chose? Il avait utilisé des termes un peu plus crus, mais est-ce que le niveau des députés en économie vous rassure quand vous les écoutez? Alors je pense que, contrairement à ce qu'on pense, c'est pas une question de connaissance. C'est plutôt une question de pratique et de concrétude. C'est-à-dire que ça va avec parfois, non? Alors ça dépend. Vous avez des gens qui sont très forts pour le dogme, très forts pour la théorie, mais alors la pratique, si vous voulez, ça c'est un concept qui est complètement abstrait. Donc tous les chefs d'entreprise et les managers qui m'entendent, je veux dire 5 voire 7 jours sur 7, eux ils sont dans le concret. Donc c'est bien d'avoir des grandes idées, c'est bien si vous voulez d'avoir des grands idéaux, mais je veux dire que si ces idéaux et ces grandes idées sont complètement déconnectés de la vie réelle et du pragmatisme, souvent, ça aboutit à des catastrophes, et c'est précisément ce à quoi nous assistons maintenant depuis plusieurs mois. Est-ce qu'il y a aussi peut-être... on va dire un manque de communication, de savoir-faire dans la manière dont la plupart des patrons s'expriment? Je repense à une interview de Sophie Binet dans Libération qui, au moment où les patrons tapaient du poing sur la table, au moment où le MEDEF avait annoncé notamment un grand rassemblement des patrons, elle avait dit en réalité il faut arrêter maintenant que la plupart des patrons chouinent dans leur coin, ils ont les moyens de chouiner d'une certaine manière. Vous êtes d'accord avec ça, ou c'est un discours totalement déconnecté? Est-ce que vous ne craignez pas qu'à un moment les Français vous écoutent en disant quand même il est patron, peu importe l'image et l'imaginaire que ça peut avoir, il a peut-être pas le droit de se plaindre? Mais moi, je ne me plains pas. Si vous voulez, je n'ai rien demandé à personne, et je vais vous dire, je vais peut-être vous surprendre, je suis même contre les aides que l'on donne aux entreprises. Pour une raison très simple, parce que les propos que vous venez de tenir, je les ai déjà entendus. On dit, alors, les patrons sont toujours là en train de se plaindre, mais ils sont les premiers à tendre la sémille pour avoir des aides. Moi, c'est légitime, ces critiques, selon vous, cette réflexion? Ça dépend des entreprises, et ça dépend aussi des politiques qu'un gouvernement met en place. Quand vous avez des secteurs, par exemple, pendant le Covid, vous vous souviendrez sans doute du grand débat, savoir s'il fallait aider les entreprises, pas aider les entreprises. Bon. Après, il y a un choix qui a été fait. Je pense que dans certains cas, ces choix ont été tout à fait pertinents. Mais par rapport à la question que vous me posez, moi, je me plains absolument pas. Vous me demandez
ce que je pense du fait que nous avons un budget par loi spéciale. Je pense que c'est un signe des temps. Je pense que malheureusement, c'est le signe d'un pays qui n'a pas été capable d'avoir une vision pour lui-même et qui surtout pense que les entreprises et les acteurs économiques, parce qu'il n'y a pas que les entreprises, il y a aussi, je dirais, tous les gens qui sont des épargnants, des retraités, qui pensent que l'éternelle solution, c'est toujours de prendre plus, de ponctionner plus et d'actionner la pompe fiscale. Bon, moi, par rapport à la question que vous me posez, pourquoi est-ce que les chefs d'entreprise sont inquiets, je vous dis voilà. Aujourd'hui, il n'y a pas de vision pour le pays. On ne sait pas ce qui va se passer au niveau du budget. Et ce que nous craignons tous, c'est d'avoir un budget qui casse l'économie. Parce que alors là, ça serait catastrophique. Parce que Mais ce serait quoi dans ce cas-là, un budget qui casse l'économie? Parce que déjà, depuis plusieurs semaines, on nous explique que n'importe quelle petite mesure qui pourrait être prise serait déjà de l'ordre à plomber le budget. Les quelques mesures où vous diriez non, là, c'est pas possible, on met le pied sur le frein, parce que là, vous allez vraiment plonger le pays au fond du seau. Mais on ne parle depuis 6 mois que des rentrées fiscales. Donc ça veut dire qu'on part du principe que le pays est admirablement bien géré, que la dépense publique est parfaitement efficace, et que donc on doit travailler à périmètre constant, et que la seule solution pour avoir un budget raisonnablement équilibré, c'est de faire rentrer plus d'impôts. Est-ce que vous pensez, en votre âme et conscience, que la dépense publique française est parfaitement efficace ? Et là-dessus, il n'y a pas besoin d'être un grand économiste ou un grand spécialiste. Nous sommes tous, quelque part, les clients de cette dépense publique, au travers de l'éducation, au travers de la santé, au travers de la sécurité, au travers de l'entretien des rues et des autoroutes. Est-ce que tout le monde pense, en son âme et conscience, que la dépense publique est si efficace qu'elle ne justifie pas de réforme? Donc moi, ce que je pense... D'abord, réforme de l'État, économie, en tout cas. Mais tout gestionnaire, on est tous des gestionnaires. Je veux dire que quand vous avez un problème de budget à titre personnel, vous allez faire quoi? Vous ne pouvez pas forcément demander d'avoir plus d'argent si vous êtes salarié, donc vous allez regarder vos dépenses. C'est-à-dire que contrairement à l'État, nous particuliers ou nous chefs d'entreprise, nous avons de temps en temps des banquiers ou des comptables qui vous disent... Là, on peut peut-être pas rallonger la fin du mois. Voilà, vous avez tout dit. Donc simplement, pour répondre très précisément à votre question, je pense qu'on ne peut pas, quand on pose la question d'un budget équilibré, simplement s'attacher aux rentrées fiscales. Il faut également regarder la dépense publique. Et je pense, en mon âme et conscience, parce que c'est mon métier, si vous voulez, d'être gestionnaire depuis 35 ans, qu'il y a moyen de faire beaucoup mieux avec beaucoup moins. Et ces questions ne sont pas posées depuis 6 mois. Beaucoup mieux et beaucoup moins. Il y a cette question, et vous l'avez esquissé aussi, des aides publiques. Il y a eu un rapport sénatorial il y a 6 mois. On en avait beaucoup parlé ici sur Sud Radio et ça avait fait énormément de bruit. C'était ce chiffre, 211 milliards d'euros de dépensés chaque année pour les aides publiques aux entreprises. Vous seriez partisan de dire en réalité, quand on est chef d'entreprise, on ne doit pas bénéficier d'1 euro d'aide de l'État. Il faut tout arrêter. Vous rejoindrez ce discours où il y a peut-être aussi un aspect plus nuancé qui dit que si on aide quelques entreprises, même les plus grandes, mais que derrière ça permet de bénéficier à des emplois, à un chiffre d'affaires considérable, à un rayonnement de la France, on laisse. Quel est votre regard sur le sujet ? Je pense que comme le reste du système fiscal français, le système des aides est extrêmement complexe. Il est tellement complexe que ça a donné lieu à, en clair, des chasseurs de primes, c'est-à-dire des sociétés qui se sont créées et qui vont voir des entreprises en leur disant voilà, vous savez, vous avez droit à ci, vous avez droit à ça. Bon, et qui se rémunèrent sur ces aides. Et ça, je considère que c'est un système extrêmement pernicieux. Moi, je suis partisan d'un système beaucoup plus simple et beaucoup plus lisible. Je pense qu'il faut faire le ménage dans toutes les aides aux entreprises et en contrepartie avoir une fiscalité qui soit beaucoup plus clémente. Et qui va toucher toutes les entreprises, ce qui fait qu'on n'aura pas besoin d'être pile dans la case et de cocher toutes les croix. Donc si vous avez par exemple une baisse des charges sociales, si vous avez une baisse des impôts et une suppression des impôts de production, si vous avez une baisse de l'impôt sur les sociétés, ça touche toutes les entreprises, les petites, les moyennes, les grandes et quel que soit le secteur. C'est beaucoup plus lisible et beaucoup plus facile, plutôt que d'entretenir cette espèce de jungle d'aide auquel globalement personne ne comprend rien. Et puis d'ailleurs, ça avait interpellé sénateurs et députés à l'origine de cette commission en disant mais en fait on est allé toquer à la porte de Bercy pour demander combien précisément l'État distribue chaque année en aide, et Bercy avait été incapable de leur fournir un document précis, preuve quand même que l'argent est bien jeté par les fenêtres. Dans la deuxième partie de notre discussion, Laurent Vronsky, j'aimerais qu'on parle aussi de l'industrie au sens large en France. Est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui en France, dans notre pays, c'est encore un grand pays d'industrie? Est-ce que les politiques sont encore fiers de nos usines? Écoutez, en tout cas moi je suis fier de la mienne. Donc je pense que la France est un pays
qui a un très grand passé industriel. Un passé. Et je veux dire que le passé éclaire l'avenir, cher monsieur. Bon, donc c'est facile, ça. Non. Ça veut dire qu'il y a une grande tradition industrielle et il y a encore du savoir-faire. Donc ça n'a pas complètement disparu. On n'est pas juste devenu un pays qui accueille des touristes. Il y a encore des entreprises qui ont un savoir-faire industriel. Est-ce que nos politiques les aiment ? Je me souviens d'une une au début des années 2010, je crois, les unes du Monde qui vantaient encore la désindustrialisation, en tout cas l'idée de fuir à l'étranger. On parlait d'une France sans usine, d'une industrie sans usine. Quelques politiques aussi qui maintenant donnent des leçons sur les plateaux télé ont participé à la vente de fleurons industriels français. Vous sauriez, nous savons tous les deux à qui on pense. En réalité, est-ce que encore aujourd'hui on a une classe politique qui aime l'usine, qui aime les ouvriers, qui aime l'industrie française ? Écoutez, moi je suis ravi que vous me posiez des questions parce que je viens de traverser 30 ans d'oubli industriel comme tous mes camarades industriels. C'est-à-dire que la France a redécouvert les vertus de l'industrie globalement pendant le Covid, quand on s'est aperçu que la 6e puissance économique mondiale était incapable de fabriquer les produits de très haute technologie que sont le gel et les masques. Donc là on a redécouvert les vertus de l'industrie. Bon. Et donc tout d'un coup, première chose. Ensuite, si vous voulez, il y a eu aussi le retour vers le nucléaire. C'est-à-dire que, je rappelle, que les mêmes esprits éclairés qui nous avaient expliqué qu'on pouvait avoir un pays sans industrie, c'est-à-dire qu'en clair, sur la map monde, on allait avoir les pays qui allaient réfléchir au futur de la galaxie, c'est-à-dire nous, et puis les pays asiatiques qui allaient fabriquer pour nous. Bon, sauf qu'effectivement, on a complètement oblitéré les notions de souveraineté. C'est-à-dire que quand vous avez un pays qui détient par exemple, la plus grande capacité de traitement des terres rares, qui sont des composants essentiels pour l'électronique, on peut s'en servir pour faire du chantage géopolitique. Donc on a redécouvert tout ça. On a redécouvert que c'est bien d'avoir des véhicules électriques, des vélos électriques, mais qu'il faut encore trouver l'électricité et qu'on peut pas simplement se baser sur les éoliennes. Donc on avait dit exit le nucléaire, retour du nucléaire. Et puis dernièrement, je veux dire, on s'est rendu compte que le risque de défense était un vrai risque. Je rappelle qu'il n'y a encore pas si longtemps, vous aviez des banques qui refusaient de prêter de l'argent à des entreprises qui travaillaient dans la défense. Parce qu'on considérait que c'était pas éthique. Et là maintenant, tout d'un coup, exit. Donc qu'est-ce qu'on a vécu depuis 5 ans comme revirement de situation ? Donc par rapport à l'industrie, je pense que la France, parce que c'est pas que les politiques, si vous voulez, souffre du mal PUMA, c'est-à-dire projet utile mais ailleurs. Tout le monde est d'accord pour qu'on ait de l'industrie, etc. Mais on veut que ça soit dans le champ du voisin. Bon, alors, les choses ont beaucoup changé. Aujourd'hui, on fait des choses qui sont mieux intégrées, beaucoup plus propres. Et je pense que globalement, notre pays, et moi c'est ce qui m'importe le plus, je veux dire que nos compatriotes aiment l'industrie. Et surtout, ils ont compris qu'un pays sans industrie est un pays qui est sans avenir. Comme par hasard, la Chine se destine à fournir plus de la moitié des produits qui vont être produits dans le monde. Donc eux, ils ont compris qu'un pays qui n'est pas une puissance industrielle n'est pas une puissance tout court. On poursuit la conversation, Laurent Vronsky, avec vous. Je rappelle, vous êtes le directeur général d'Ervor et le secrétaire général de Croissance Plus, qui est une association d'entrepreneurs qui défend les PME et l'innovation. On va parler justement de cette France. Est-ce que nous sommes encore fiers de nos usines ? On a vu encore récemment des grands fleurons comme Brandt, par exemple, être délaissés par un tribunal administratif avant naturellement d'avoir une offre de rachat. Est-ce qu'on est passé à côté de nos fleurons français ? Est-ce que la France peut encore tirer son épingle du jeu ? Et puis vous parliez des guerres commerciales. Sommes-nous un peu trop naïfs quand on voit notamment la déferlante chinoise et l'empire américain qui contre-attaque, pour parodier un certain film ? Eh ben on en reparle dans un instant sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio, la vérité en face. Maxime Liédot. 9h49 sur Sud Radio et on poursuit la conversation qu'on a entamée et qui est passionnante avec Laurent Vronsky, directeur général d'Ervor et secrétaire général Croissance Plus. On rappelle qu'Ervor, c'est une PME française, familiale, basée à Argenteuil, à côté de Paris, et que votre activité principale, c'est la fabrication de compresseurs d'air sur mesure. Et justement, dans cette technologie, votre cœur d'activité, en tout cas vos clients, sans les nommer, c'est quoi ? Ça se passe beaucoup à l'intérieur du pays. Vous avez quand même la chance, en réalité, de pouvoir exporter énormément. Alors c'est pas une chance, c'est une volonté farouche parce que nous faisons des produits très pointus, très spécifiques. Donc le marché hexagonal, la France, ne serait pas suffisant pour assurer notre survie. Donc nous, on est une société résolument mondialiste et donc on exporte nos produits dans 38 pays dans le monde entier. Est-ce que, pour autant, vous avez, dans ce contexte que vous avez esquissé tout à l'heure, une Chine féroce, une Amérique qui tout d'un coup a oublié de limer un peu ses crocs en cette période, est-ce que vous trouvez que la France et plus largement l'Europe
est trop naïve face à ces deux empires, quand on voit notamment des produits chinois qui déferlent sur l'Europe, quand on voit un président français même qui à un moment a proposé de taxer les produits chinois. Comment on se comporte, comment le regard du chef d'entreprise que vous êtes regarde ces situations qui semblent ubuesques pour beaucoup peut-être de novices, moi le premier? Alors d'abord, je pense que les choses ont beaucoup changé depuis très peu de temps. C'est-à-dire qu'effectivement, l'Europe a été frappée d'angélisme. Elle s'est lancée dans un match de football international. Elle a respecté les règles internationales du football. Et en face, vous aviez des équipes qui n'ont pas respecté ces règles. Et donc, globalement, il s'est rien passé pendant des années. Je vais vous donner un exemple très simple. Tous les produits fabriqués qui sont vendus dans l'espace européen doivent avoir la marque CE. Vous l'avez peut-être remarqué. Oui. Alors que les auditeurs qui nous écoutent verront qu'à chaque fois il y a un petit CE. Ça veut dire que quand vous avez ce petit CE sur le produit, ça veut dire que ce produit est en théorie conforme aux normes européennes. Là où le bas blesse, c'est que en clair, vous êtes auto-certificateur. C'est-à-dire que c'est vous-même qui déclarez la main sur la Bible que vos produits sont conformes aux normes CE. Je vais vous citer un exemple que vous pouvez vérifier dans n'importe quelle grande surface. L'une de ces normes, c'est que quand vous vendez un pays, le mode d'emploi soit dans la langue du pays. Bien, pour certains cas, je vous défie de trouver des produits où les modes d'emploi sont en français. Donc, l'Union européenne a jeté un regard pudique sur ce genre de choses pendant des décennies. Ce qui fait qu'on a créé des déséquilibres au niveau concurrentiel. Vous ne pouvez pas imposer à vos entreprises d'avoir, si vous voulez, les doigts sur la couture du pantalon normatif et de respecter tout au millimètre et de faire rentrer des produits qui ne les respectent pas. Ça s'appelle de la distorsion de concurrence. C'est précisément ce qui s'est passé. Donc là, il y a un gros retard à rattraper. Il y a enfin eu une prise de conscience. Et j'espère que cette prise de conscience va fonctionner en mode accéléré. Vous êtes secrétaire général notamment de Croissance Plus, cette association d'entrepreneurs qui défend les PME et l'innovation en France. Est-ce qu'on arrive encore suffisamment, en tout cas, à faire des bras de fer, que ce soit avec l'administration, avec parfois la concurrence, vous venez d'en parler. Quand on voit ce qui s'est passé du côté de Brandt, grande entreprise, fleuron français là aussi, qui, suite à une décision du tribunal administratif, s'est quand même retrouvé paniqué, à devoir faire un budget de reprise en quelques jours seulement. Alors peut-être qu'il y aura une suite un peu plus heureuse, mais quand même, on a toujours l'impression que l'État a un train de retard ou qu'il n'arrive pas à faire le bras de fer nécessaire. Est-ce que c'est une vision, là aussi, biaisée, ou il y a quelque chose de l'ordre du réel quand même, dans cette incapacité parfois à prendre les devants et à taper du poing sur la table pour dire le fleuron français, il reste chez nous? Je pense surtout que parfois on trouve l'État là où on ne devrait pas le trouver. C'est-à-dire que l'un des rôles principaux de l'État, c'est de stimuler l'économie. Je veux dire que si l'économie est florissante, je vais dire une lapalissade, mais si l'économie est florissante, tout le monde s'en portera mieux. Donc ça, c'est un des rôles de l'État, de s'assurer que l'économie est fluide, qu'il n'y a pas de distorsion de concurrence. Bon. Quand elle doit protéger son économie, c'est notamment s'assurer que toutes les entreprises qui vont vendre des produits sur le territoire national ou sur le territoire européen, puisqu'on fait partie de l'Europe, je dirais, joue avec les mêmes règles. C'est là où, si vous voulez, quand l'État français a été frappé de nombrilisme et qui s'est beaucoup préoccupé de faire de la surtransposition normative en France, de rendre la vie absolument infernale à énormément d'acteurs économiques, il n'y a pas que les industriels, les agriculteurs, etc. Alors là, pour pondre de la norme, il y a 400 000 normes et décrets en France. Et on vous dit, nul n'est censé ignorer la loi. Il n'y a pas besoin de sortir de Polytechnique pour se dire que tout cerveau humain normalement constitué est incapable de pouvoir, si vous voulez, faire le tour de 400 000 normes, décrets et autres. Donc là, quand l'État fait de la surtransposition, quand il fait du zèle administratif, quand il crée de la rigidité, là, il n'est pas dans son rôle du tout. Et est-ce que pour défendre, on se souvient, et l'objectif n'est pas de le cibler précisément, mais d'Emmanuel Macron dans un livre Confession qui avait dit que ça servait à rien de défendre Alstom ou de la nationaliser par exemple de manière temporaire parce qu'on n'était pas au Mexique. Est-ce que vous trouvez par exemple qu'il y a parfois des décisions qui manquent de courage, que ce soit sur Alstom, on l'a vu avec tellement d'autres grands fleurons français, est-ce que, une fois de plus, vous trouvez que les politiques manque de courage? Est-ce que nationaliser, par exemple, pour le chef d'entreprise que vous êtes, de temps en temps, ça peut être utile, ou est-ce que ça vous choque sur le principe? Il n'y a pas de réponse absolue. Vous voyez, ça, si je répondais à cette question par oui ou par non, ça serait du dogmatisme. Je veux dire, par exemple, pendant le Covid, vous avez beaucoup de pays qui ont temporairement nationalisé certaines sociétés. L'idée ne vous choque pas par principe. Et là, je dirais qu'ils étaient dans leur rôle, et ça a permis notamment, si vous voulez, d'aider certaines entreprises à traverser le gué. Par contre,
Quand l'État est actionnaire en permanence, écoutez, je trouve qu'il a quand même un track record, un historique qui est assez catastrophique. Je pense que c'est pas le rôle de l'État d'être actionnaire. On devrait, à l'avenir, par exemple, toutes les grandes entreprises où l'État est actionnaire, ils devraient se retirer pour laisser peut-être des capitaux privés entrer dans certaines boîtes, ou ce qu'il faut qu'ils gardent cette sensation de contrôle sur certaines grandes entreprises françaises. Je pense que la question qu'il faut se poser, c'est avoir du contrôle, oui, mais pourquoi ? C'est-à-dire une entreprise de défense, potentiellement, il a le droit de le garder. Renault, ça pourrait paraître un peu plus discutable. Non, ça veut dire que si l'État doit avoir le contrôle d'une entreprise, ça doit être positif pour l'entreprise et surtout pour le pays. C'est ça la question essentielle qu'il faut se poser. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas, si vous voulez, de réponse universelle à la question que vous me posez. Maintenant, sur les questions de défense, et je crois que c'est très récent, là aussi, il y a cette prise de conscience que si nous n'avons pas une forme d'autonomie industrielle, oui, forcément. Que clairement on va dépendre des autres et que les autres ne sont pas forcément bienveillants et qu'on n'est pas dans le monde des bisounours. Et ça, hélas, on le remarque. Merci beaucoup, Laurent Vronsky, d'avoir été avec nous ce matin, directeur général d'Hervor, merveilleuse PME française, familiale, basée du côté d'Argenteuil, et aussi secrétaire général de Croissance Plus, d'avoir été avec nous ce matin. Vous restez quelques secondes de plus. On va passer un coup de fil au 0826 300 300 pour avoir non pas un gagnant, mais une gagnante. Bonjour, Nicole. Oui, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin et surtout félicitations, c'est vous qui gagnez, ma chère Nicole. Et oui, je suis très 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 contente. Beau cadeau de Noël, bientôt mon anniversaire, c'est parfait tout ça. C'est quand votre anniversaire ? Le 28 janvier. Ah ben voilà, écoutez, encore on va dire un peu moins d'un mois. Un peu moins d'un mois. Est-ce que vous savez déjà ce que vous faites ? À part écouter Sud Radio, bien sûr. Je vais terminer mes vacances librement, voilà, dans la joie. Oui. Ben ça me semble un beau programme. Félicitations Nicole, vous gagnez donc cette nouvelle génération de radio qu'on vous offre, cette génération de radio DA+. Vous allez pouvoir nous écouter partout dans la voiture, en vacances, en randonnée ou à l'occasion de votre anniversaire. Regardez, c'est parfait. Merci beaucoup ma chère Nicole. Et c'est votre fidélité qui a été récompensée au 0826 300 300.